manga, c'est une violence incroyable. Et 3 mots de vocabulaire, c'est un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. C'est animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Beaucoup plus violentes que les films. Moi, je dirais la violence et la bêtise. C'est les deux réunis, quoi. Qui étaient des merdes infâmes. Si j'avais pu, j'aurais empêché. Vous avez tous en tête ces images de médias ou politiques qui considèrent le manga comme une sous-culture abrutissante, allant même jusqu'à lui attribuer tous les maux de notre société. Qu'est-ce que ça donne? Une génération qui est distraite toute la journée, qui est dans la société du spectacle, et la génération d'avant qui s'emmerdait un peu, où il y avait beaucoup moins de distractions. Non mais c'est pas normal, anormal, je me demande les conséquences, je juge pas, je me demande s'il y a des conséquences. Eh bien heureusement, depuis il y a eu pas mal de réponses, des réponses pour le moins épidermiques. Et rien de plus normal, on touche là à vos souvenirs d'enfance, à votre passion, vous êtes donc naturellement à fleur de peau. Malheureusement, quand on laisse parler l'émotionnel, c'est généralement au détriment de la raison. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va essayer de laisser le plus possible de côté notre amour pour le manga, afin de dépassionner le débat et de pouvoir écouter sereinement ce que ces personnes ont à nous dire sur le manga. Voilà messieurs, la parole est à vous, qu'est-ce que c'est le manga ? Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Je parle des mangas, je parle pas du reste de Candy. Candy, c'était japonais, Candy. Absolument. Bon, apparemment quand on parle de manga, c'est pas toujours clair, hein. Après, c'est difficile de vous en vouloir quand on voit que certains fans ne sont pas très aidants, vous présentant des choses complètement hors sujet. Là j'ai Hatsune Miku O version Père Noël. Là c'est Benjamin Tennyson de Ben 10. Ou faisant parfois des fautes de langage vous induisant en erreur. Ce n'est pas parce que je regarde des mangas que je regarde des mangas que je regarde des mangas. Ça a l'air anodin comme ça. Mais en réalité, ça c'est du pain béni pour Éric Zemmour. C'est exactement ce que je leur dis. Eux ils disent qu'ils lisent et moi je leur dis bah non, il n'y a pas de texte donc on ne lit pas. Et ça vient du fait que vous faites la confusion manga-animé, une confusion qu'on évitait même de faire à l'époque. Vous savez qu'ils n'en lisent pas, qu'ils n'en regardent pas. D'ailleurs, cette confusion, elle est aussi entretenue par des youtubeurs sans scrupules qui n'hésitent pas à mettre animé manga ou manga animé dans leur titre de vidéo pour leur propre référencement. C'est dégueulasse. Bref, tout ça pour vous montrer que le terme manga est plutôt galvaudé de nos jours à cause de gens comme moi qui en font une mauvaise utilisation. Or, avant de commencer à demander le respect pour le manga, va peut-être falloir revenir d'abord à la base et définir ce que c'est que le manga. Au sens le plus strict, car oui il y en a un, le manga se définit comme une bande dessinée japonaise, point à la ligne. Personnellement, j'ai longtemps eu beaucoup de mal avec cette définition. Parce que, qu'est-ce qu'on entend par japonaise dans le cas de la bande dessinée? Est-ce la nationalité de l'auteur, le pays d'édition, ou autre chose? Je veux dire, imaginez qu'Hergé ne soit pas belge mais japonais. Est-ce que pour autant Tintin deviendrait un manga? Autre exemple, imaginez qu'il ait écrit, publié et édité Tintin au Japon, est-ce que Tintin devient alors un manga? Pour ma part, je pense que la réponse à ces questions est bien évidemment non, ou tout du moins ce n'est pas la définition du quotidien. En effet, si je vous montre ça, ça, ça ou encore ça, eh bien vous pouvez assez facilement me dire ce qui est tiré d'un manga ou ce qui ne l'est pas, sans qu'au préalable je vous dise quel est le pays d'édition, quel est l'auteur, etc. Cette capacité presque naturelle à distinguer un manga d'une bande dessinée dite franco-belge vient de votre capacité à comparer ce que vous voyez à ce que vous connaissez. C'est une manière assez commune de définir les choses, mais celle-ci a deux inconvénients. 1. Vous risquez un glissement métonymique, c'est-à-dire que vous risquez de considérer comme manga tout ce qui y ressemble de près ou de loin, mettant dans la catégorie manga les animés, les films d'animation, etc. Eh bien, cette manière de définir le manga est une métonymie, un glissement de sens par effet de voisinage. On considère à ce moment les animés et les films d'animation comme manga par ressemblance stylistique, en oubliant ce qu'est fondamentalement le manga, à savoir une bande dessinée. Donc pour finir sur ce point, les animés n'étant pas des bandes dessinées, ils ne sont pas des mangas. L'autre souci de cette comparaison, c'est que celle-ci dépend de votre base de connaissances et peut donc être trop restrictive. J'entends régulièrement que la différence fondamentale entre le manga et la bande dessinée franco-belge est que l'un est en couleur et l'autre est en noir et blanc. Et bien que ce soit vrai pour les mangas,
Pour la bande dessinée franco-belge, cela dépend des époques et des auteurs. Les bandes dessinées de Fluide Glacial étaient jusqu'en 2003 en noir et blanc, et on peut citer par exemple Cauchemar Blanc de Moebius ou encore Les Idées Noires de Franquin, qui privilégient le noir et blanc pour des raisons narratives et esthétiques. Donc on ne peut pas faire le distinguo entre les deux médiums sur ce seul critère. Néanmoins, on commence là à toucher au cœur de ce qu'est le manga, en se demandant ce qu'est fondamentalement la différence entre bande dessinée franco-belge et son pendant japonais. Et pour ce faire, faisons une petite étude comparative. La première chose qu'on va se demander, c'est quels sont les modes de production, et si c'est eux qui sont à l'origine de toutes ces différences. Alors pour commencer, petite remise en contexte, les deux médiums que sont la bande dessinée franco-belge et le manga ont prioritairement vu le jour dans la presse, comme une prolongation de la caricature. Publiées hebdomadairement sur un papier de mauvaise qualité et en noir et blanc, ces bandes dessinées avaient pour but d'être divertissantes, tout en suivant la ligne éditoriale de leur journal respectif. Au fil du temps, que ce soit en Occident ou au Japon, les bandes dessinées ont pris de plus en plus d'importance et des périodiques dédiés ont commencé à voir le jour. Mais alors qu'en France, pour des raisons multiples, la bande dessinée va petit à petit s'affranchir des cadres journalistiques pour créer sa propre industrie basée sur le modèle du livre, au Japon, le modèle de la prépublication en périodique va réussir à rester dominant au fil des années, si bien qu'il est aujourd'hui presque le seul modèle. Alors nous n'allons pas ici nous attarder plus que ça sur les deux types de modèles économiques puisque ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais il faut comprendre que ces deux modes d'édition sont très différents dans leur rapport au public et dans leur conception de l'objet. En Occident, on essaie de faire correspondre l'objet bande dessinée à une certaine conception du beau grâce à la mise en place de divers savoir-faire. Auteurs, dessinateurs, coloristes, illustrateurs ou encore imprimeurs sont autant d'artisans travaillant sur la conception de cet objet qui a pour but de plaire non pas à un grand nombre de personnes, mais aux amateurs du genre qui seraient prêts à y mettre le prix. Là où au Japon, l'objet est réduit à son plus simple appareil pour permettre une productivité optimale dans un magazine ayant pour objectif principal un tirage maximal à un prix dérisoire. Qui dit objectif divergent entre deux industries dit aussi contraintes de production différentes. La bande dessinée franco-belge a pour contrainte de séduire au premier regard. Elle va donc principalement mettre en avant la mise en place de couleurs, de décors détaillés, de couvertures illustrées et de nombreux autres atours pour attirer le regard d'un lecteur qui se baladerait entre les rayons à la recherche d'une œuvre qui lui ferait passer un bon moment. Alors que le manga a pour impératif certes d'être produit vite et à peu de frais, d'où le noir et blanc et les nombreuses trames, mais il y a aussi une autre contrainte, la durabilité. Un mangaka doit faire en sorte d'être bien noté par ses lecteurs pour pouvoir continuer son manga. Cette dépendance au lectorat engendre donc une narration bien différente de son pendant occidental, avec des chapitres tous travaillés pour garder en haleine le spectateur. En soi, une BD franco-belge a une narration qui se suffit à elle-même et a tout le temps d'un album pour raconter son histoire. Narrativement, on est proche d'un film, alors que le manga est plus une série sur Netflix qui à chaque épisode se doit de satisfaire. Donc résumons, on vient de voir que ces deux modes de production, de par leurs différences, ont engendré de nombreux choix techniques en fonction des contraintes. Les contraintes budgétaires ont motivé le choix entre la couleur et le noir et blanc, les contraintes de format ont influencé la narration, et les contraintes de productivité ont obligé la limitation des plans dessinés au profit des trames. Néanmoins, ces choix qui ne semblent être que des impératifs industriels ont peut-être d'autres sources. Prenons l'exemple des trames et des décors dessinés. À première vue, les trames c'est simplement un décor générique qui permet de pas se taper tous les dessins fastidieux de décors, et donc d'aller plus vite. Mais cela figure peut-être une autre grande différence entre manga et bande dessinée franco-belge, notamment le rapport au mouvement. Les mangas sont généralement très dynamiques et tournés vers l'action, et dans cette optique, les trames servent à mettre de l'emphase sur le mouvement, là où la bande dessinée utilise des décors dessinés servant à décrire une ambiance, un lieu, qui permettent surtout d'ancrer le lecteur dans le réel. Et personnellement, je pense que cette différence est historique. En effet, il faut savoir que le cinéma d'animation a eu un immense impact sur les œuvres de Monsieur Osamu Tezuka. Et on peut donc facilement penser que par ruissellement, cette influence se ressent encore aujourd'hui sur toute l'industrie du manga. Ce qui voudrait dire que les modes de production n'expliquent pas tout, et que peut-être d'autres racines plus profondes ont permis l'émergence de ces différents codes. Pour mieux s'en convaincre, prenons un dernier exemple, la segmentation du marché. Dans la BD franco-belge, elle se fait par genre, policier, aventure, fantastique, etc. Alors qu'au Japon, cela se fait par ciblage du lectorat. Les shonen c'est pour les jeunes garçons, seinen pour les jeunes hommes, shoujo pour les jeunes filles, etc. etc.
Eh bien, j'ai longtemps pensé que c'était une méthode marketing visant à toucher le plus de monde possible. Puis j'ai appris l'existence des kusazushi, livres illustrés précurseurs des mangas et qui étaient uniquement au départ des contes ciblant les enfants, avec une couverture rouge. Et qui plus tard ont vu l'apparition d'autres couleurs comme le jaune pour les adultes. Les couleurs étaient donc faites en fonction de la sociologie des lecteurs, plus qu'une indication de ce qu'on allait trouver à l'intérieur de ces livres. Une différence qui est donc peut-être marketing, mais qui possède des racines bien profondes, voire même tout simplement culturelles. Et ce n'est pas la seule caractéristique qui soit culturelle dans le manga. En effet, on peut citer simplement le sens de lecture qui n'est choisi qu'en fonction du sens naturel de lecture du pays, mais il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent dans cette définition, comme la codification des dessins de certains personnages, avec ses grands yeux, que certains attribuent à une fascination pour les Européens, mais qui est en réalité surtout là pour l'exagération des expressions du visage, permettant une meilleure visualisation des émotions. Des émotions qui sont d'ailleurs très importantes dans la culture japonaise. En Occident, on essaye d'ancrer le récit dans le réel par mimétisme. On imite les tenues, les styles, les décors ou encore les dialogues pour qu'ils semblent réels. Mais au Japon, les dialogues et les mots sont soupçonnés de dissimuler les choses, alors que les émotions données sans retenue sont preuve de sincérité et de réalisme. Ils permettent une implication empathique des lecteurs. C'est pour cela qu'il y a une surexpressivité dans le manga, qui paraît d'ailleurs bizarre à certains car elle est symbolisée par des ruptures stylistiques qui peuvent gâcher l'immersion. Une immersion qu'on s'efforce de garder en BD grâce à une continuité stylistique. Enfin, une dernière différenciation culturelle est le cadrage. Le manga joue très régulièrement avec le cadre, déjà pour pallier son manque de couleurs, mais aussi et surtout pour donner plus d'impact au mouvement, en s'adaptant à lui. Là où dans la BD, les cases restent plus fixes, ne changeant qu'à de rares occasions, soit pour symboliser un événement narratif, soit pour accentuer une thématique. Les raisons sont en partie historiques, de par le rapport au cinéma qu'on a expliqué auparavant, mais aussi culturel, et pour s'en convaincre, il faut comprendre comment marche la composition des pages dans nos deux contrées. Dans la BD, on séquence une page afin de mettre dans chaque case l'information qui semble la plus pertinente afin de créer un récit fluide. En somme, une planche peut être vue comme un ensemble de phrases qui doivent être bien agencées pour obtenir un paragraphe qui doit se lire simplement pour la bonne transmission des informations. Eh bien, c'est un peu différent pour le manga. En effet, chaque page ou chaque double page peut être là aussi vue comme une suite de petites phrases pour créer un paragraphe complet, mais a aussi un autre sens pris dans son ensemble. Je m'explique. Prenons en exemple la page de Tintin en Amérique par exemple. Dans la première case, on nous présente la situation initiale d'une pègre qui fait la loi à Chicago. Dans la seconde, on apprend que Tintin doit arriver à Chicago et qu'une organisation mafieuse lui en veut. Bande suivante, on voit arriver Tintin en train, on apprend qu'il se dirige vers l'hôtel et que pour cela, il va prendre un taxi. Enfin, dans la dernière bande, bien que le taxi semble très aimable, il ferme assez violemment la porte et regarde Tintin d'un air suspicieux, car en réalité, c'est un homme de la pègre qui a piégé Tintin. Bref, cette page possède une multitude d'informations qui pourraient se résumer en un seul paragraphe. La pègre qui domine Chicago voit l'arrivée de Tintin comme une menace, donc dès son arrivée à Chicago, sur le chemin de l'hôtel, on lui tend un piège grâce à un faux taxi. Prenons maintenant non pas une page mais une double page dans One Piece. Celle-ci commence par l'enclenchement d'une action de coup de poing. On voit ensuite la réaction des différents protagonistes qui se préparent à son arrivée en indiquant qu'il vaut mieux fuir. On continue avec le regard plein de colère de l'ennemi avant que le coup fatal ne soit porté à la case suivante, puis on enchaîne sur la répercussion de l'impact avec des débris qui volent et des protagonistes qui décrivent l'ampleur de l'obstacle. Enfin, on nous montre des personnages qui se demandent où est le héros pour finir par un regard circonspect qui semble répondre à la question, mais dont on ne saura la teneur qu'en tournant la page. Donc en résumé, cette double page, si on la prend case par case, on peut faire le même résumé que pour Tintin. Le méchant s'apprête à donner un coup de poing, les gentils se préparent à l'impact, puis l'impact arrive, les immeubles volent en éclats et le souffle est surpuissant, mais où est le héros ? On remarque que ce résumé est moins pertinent, un peu plus fouillis, et il semble s'être passé beaucoup moins de choses en portant plus de cases. On pourrait expliquer cette différence par le fait que c'est une scène d'action et que je la compare à une scène de narration. Mais à mon sens, c'est surtout parce que nous regardons mal la planche. Il ne nous faut pas découper, mais la prendre dans son entièreté. Et si on fait ça, on peut y voir un sens nouveau. L'information principale de la double page est en effet le coup de poing, qui est d'ailleurs central. Et les autres cases servent en réalité à sa mise en avant. La panique des protagonistes avant l'impact et la même réaction après est là pour rendre compte de la violence du coup, avec un effet d'avant-après.
L'intentionnalité dévastatrice de ce coup est quant à elle sous-entendue par le regard de l'ennemi. Et enfin, l'effet de mouvement et de vitesse est savamment travaillé puisque l'impact arrive à l'endroit même qui était visé dans la première case. Et petite cerise sur le gâteau, on zoome sur le point pour appuyer le gigantisme de l'impact. On peut donc résumer cette planche par une seule information, faire comprendre l'ampleur de la menace que représente ce personnage au coup de poing titanesque. Pour résumer, on voit donc que le manga a des planches qui peuvent se lire de manière séquentielle mais aussi dans leur ensemble. Une énorme différence avec la BD donc, qui puise certainement sa source dans la différence de construction de la langue même. En effet, en Europe, la langue est linéaire, on combine les lettres pour faire des mots qui sont des conventions arbitraires. En effet, il n'y a aucun lien logique entre l'écriture du mot arbre et l'arbre en lui-même, tout comme entre arbre et forêt par exemple. Alors que dans la langue japonaise, les écritures sont figuratives. Le mot arbre par exemple correspond à une représentation picturale de l'arbre. De plus, elle est combinatoire. Si je combine 3 arbres, j'obtiens une forêt. Donc, comme sur une planche de manga, j'ai un sens séquentiel, mais aussi un sens dans l'ensemble. Cette dernière constatation de différence culturelle me permet une transition toute trouvée pour la 3e partie, où on va peut-être finalement arriver à une conclusion. On vient donc de voir, par une énumération sommaire, que de nombreuses différences entre les deux formats peuvent s'expliquer par des phénomènes culturels. Bien évidemment, cette énumération n'est pas exhaustive. On aurait pu aussi parler des onomatopées, plutôt limitées en Occident, et beaucoup plus nombreuses en Orient, de par le fait qu'elles symbolisent en partie des sons, mais aussi des silences ou des émotions. On aurait aussi pu parler du rapport aux phylactères, mais si on avait continué sur cette voie, on y serait encore demain, et surtout on n'a rien de global finalement. C'est pourquoi on va s'intéresser à quelqu'un qui a groupé toutes ces différences dans un seul et même groupement, le langage visuel. En effet, Neil Cohn, dans son livre The Visual Language of Comics, définit la bande dessinée comme un art qui a sa propre langue. Cette définition est très intéressante, mais il faut avant comprendre ce qu'on entend par langue. Au hasard, si je prends l'exemple de la langue française ou japonaise, eh bien si je veux m'exprimer dans une de ces deux langues, je vais faire appel à la même capacité qui se nomme le langage. Cette capacité est innée et nous permet de construire des mots et des phrases dans notre esprit. Et là où survient une différence entre les deux langues, c'est que celle-ci se base sur les conventions des sociétés dans lesquelles elles ont vu le jour. Plus concrètement, en France, l'arbre se dira arbre. Et au Japon, il se dira ki. Pour prononcer ces deux mots, j'ai fait appel au même mécanisme de langage, qui crée un son à partir d'une association de lettres et de sonorités. Mais pour que ces mots soient compris, il faut que vous et moi utilisions les mêmes conventions. Et cet ensemble de conventions, c'est ce qu'on appelle la langue. Bref, pour la bande dessinée, c'est pareil. On a la même capacité de langage qui nous permet de dessiner en combinant les traits, mais la manière de faire et les conventions que vous allez employer sont différentes selon les sociétés dans lesquelles vous allez évoluer. Cet ensemble de conventions peut donc être appelé une langue visuelle. De ce fait, on a enfin trouvé une définition de ce qu'est le manga, à savoir une bande dessinée écrite en langue visuelle japonaise. Ce qui est bien plus pertinent que bande dessinée japonaise qui ne nous permettait pas de bien faire comprendre à l'interlocuteur de quoi nous parlions, et aussi plus pertinent que bande dessinée au style japonais puisque ça laissait à penser que le manga pouvait se limiter à son simple style graphique qui serait unique, ce qui est totalement faux puisque en réalité le manga est traversé par l'apparition d'une multitude de styles graphiques qui ont façonné son histoire artistique. Et là, j'en vois plusieurs d'entre vous satisfaits en vous disant que c'est bon, on a une définition toute propre du manga et donc on peut exiger le respect qui nous est dû, demander que le manga soit considéré comme un art et même qu'il soit considéré comme une composante essentielle de notre culture. Alors on se calme, on n'y est pas encore. Déjà, on a postulé plusieurs fois pendant la vidéo que la bande dessinée était un art. Bah ça, il va falloir le démontrer. Ensuite, la question de la culture française et du manga est plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais bon, la vidéo est déjà bien trop longue, donc on va s'arrêter là, et on laisse ces questions en suspens pour la seconde partie, où on essayera de savoir si le manga peut être considéré comme un art, et comment il s'introduit dans la culture française. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a plu, et à vous abonner pour la prochaine partie. Bien évidemment, cette définition est personnelle et le but de cette vidéo est surtout d'en débattre avec vous. Donc n'hésitez pas à apporter votre contribution ou à contredire ce que j'ai dit dans cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite comme d'habitude une bonne lecture.